Re-bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. C'est la suite de la lecture d'Ivresse de la métamorphose de Stéphane Zweig. Pour ma part, ce sera ma dernière partie. J'espère que vous appréciez la lecture. On était en plein monologue de Christine, qui se culpabilise là plus ou moins de son ivresse, voilà, de la métamorphose, on peut le dire. Et voilà, on était en plein monologue. Je continue. Naturellement. Toujours cette stupide crainte. Faire attention. Faire attention. Et ça sert à quoi? Ah, délicieux ce souffle à travers la minceur de la robe. On se croirait toute nue. Pourquoi l'ai-je enfilée? Et pour qui cette belle robe? Personne ne la verra si on reste cloîtré dans sa chambre. Et si je descendais en vitesse? Il faut bien que j'aille chercher du papier à lettres. Et je pourrais écrire ma correspondance dans le salon. Il n'y a pas de mal à faire ça. Bon, il fait un froid terrible. Fermons plutôt la fenêtre. Et maintenant, la pièce aussi est glacée. Et il faudrait y rester gentiment assise. Stupidité. Je descends en courant. Cela me réchauffera. Mais si Elkins me voit et le rapporte demain à la tante ou à quelqu'un d'autre? Au diable. Je répondrai que j'ai porté mes lettres au portier. Elle n'aura rien à dire. Et je resterai pas en bas. J'écris seulement les lettres, les 2 lettres, et je remonte immédiatement. Oui, mon manteau. Mais non, pas le manteau, je reviens tout de suite. Peut-être des fleurs. Non, ce sont celles d'Elkins. Et puis aucune importance, elles vont bien avec la robe. Peut-être par prudence un coup d'œil à la porte de la tente, voir si elle dort. Ridicule. Est-ce nécessaire? Je ne suis pas une écolière, toujours cette crainte idiote. Je n'ai pas besoin de permission pour descendre 3 minutes. Allons-y. Et vite, en hâte craintive pourtant, elle dévale l'escalier comme pour prendre de vitesse son hésitation. Elle réussit effectivement, en passant par la salle bruyante où l'on danse, à gagner le salon sans se faire remarquer. Elle a déjà écrit une première lettre, la seconde est presque terminée. Voici qu'une main se pose sur son épaule. « Je vous arrête. Quelle astuce de se cacher ici. Depuis 1 heure, je tourne dans tous les coins à la recherche de mademoiselle Van Boulen. Je questionne tout le monde, on se moque de moi, et la voilà blottie ici comme un lapin dans les blés. Mais maintenant, à nous. » Le grand garçon élancé se tient derrière elle. La pression dominatrice sur son épaule la bouleverse tout entière. Elle sourit faiblement, à la fois effrayée de cette intervention brutale et ravie de voir qu'une demi-heure a suffi pour qu'il regrette si fort son absence. Cependant, il lui reste assez de force pour se défendre. Non, je ne peux pas danser aujourd'hui. J'en ai pas le droit. Il me faut encore écrire des lettres pour qu'elle parte au train du matin. Et puis, j'ai promis à ma tante de rester ce soir dans ma chambre. Non, impossible. Je dois pas. Elle serait déjà contrariée si elle savait que je suis descendue. Des confidences sont toujours dangereuses, car un secret communiqué à un étranger le rapproche de vous. On a abandonné quelque chose de soi, on lui a concédé un avantage. Et de fait, le regard dur, lourd de désir se fait familier. Ah, on s'est sauvé sans permission de sortie. N'ayez crainte, je ne vendrai pas la mèche, pas moi. Mais maintenant, alors que depuis 1 heure debout, j'ai les jambes qui me rentrent dans le corps, je ne vous laisserai pas partir si facilement, n'y comptez pas. Il faut aller jusqu'au bout. Descendre sans autorisation implique rester sans autorisation. Qu'est-ce qui vous prend? Impossible, la tante va bientôt finir par descendre. Non, impossible. Eh bien, nous allons vérifier sur place si la tante dort déjà. Connaissez-vous ces fenêtres? Mais pourquoi? C'est très simple. Si les fenêtres sont obscures, c'est que la tante dort déjà. Et qui repose déshabillé au lit ne se rhabille pas à la seule fin de contrôler si le bébé est sage. Mon Dieu, combien de fois nous sommes-nous échappés du lycée technique? Les clés du bâtiment et du portail bien huilés et en descendant sur les chaussettes. Une telle soirée était 100 fois plus joyeuse que les solennels congés officiels. Allons examiner la situation. Malgré elle, Christine sourit. Comme ici, tous les problèmes se résolvent sans peine, comme toutes les difficultés se dénouent. En vraie fillette, l'envie folle la chatouille de jouer un bon tour à des gardiens trop sévères. Toutefois, ne pas céder trop vite.
Impossible, je ne peux pas sortir par ce froid, je n'ai pas mon manteau. On y remédiera un moment. Et déjà, il se précipite au vestiaire et y prend son ulcère de laine froide, confortable, pardon. Ça ira, enfilez-le. Mais je ne devrais pas, pense-t-elle, et ne pense plus loin que ce qu'elle doit ou non, car il a déjà passé un de ses bras dans le manteau souple, et maintenant résister serait enfantin. Riante et mutine, elle s'enveloppe avec bien-être dans le vêtement masculin. « Pas par la grande porte, dit-il en souriant derrière son dos. Ici, par la sortie latérale, et tout de suite la promenade sous les fenêtres de la tente. Mais seulement un moment, dit-elle. Et à peine dans l'obscurité, elle sent son bras qui a glissé tout naturellement sous le sien. Eh bien, où sont les fenêtres ? À gauche, au 2e étage, la chambre d'angle avec un balcon. Sombre, totalement sombre. Hurrah ! Pas le moindre ray de lumière. Ils dorment à poing fermé. Bon, et maintenant je prends le commandement. Tout d'abord, retour dans la salle. À aucun prix. Si Lord Elkins ou quelqu'un d'autre m'y voit, il le racontera demain. Et ils sont déjà suffisamment en colère contre moi. Non, je remonte immédiatement. Allons quelque part, allons au bar de Saint-Moritz. En 10 minutes de voiture, nous y serons. Là, personne ne vous connaît, personne ne peut faire de ragot. À quoi pensez-vous ? Vous avez de ces idées. Si quelqu'un me voit monter en voiture avec vous, tout l'hôtel en parlera pendant 15 jours. On y veillera, laissez-moi faire. Naturellement, vous ne monterez pas en voiture devant la grande entrée que la respectable direction illumine de 14 lampadaires. Vous faites une 40aine de pas sur le chemin forestier pour atteindre la zone d'ombre et je vous y rejoins dans 1 minute avec l'auto et en un quart d'heure, nous sommes là-bas. Question réglée, adjugée ? Une fois encore, Christine s'émerveille, comme tout se résout ici, sans peine. Sa résistance trahit déjà une semi-reddition. Croyez-vous que ce sera si simple ? Simple ou pas, c'est ainsi, nous le ferons. Je file de l'autre côté et je commande la voiture. Pendant ce temps, allez devant. Une fois encore, mais d'une voix plus faible, elle objecte, hésitante. Mais quand serons-nous de retour ? À minuit, au plus tard. Votre parole d'honneur ? Ma parole d'honneur. Une parole d'honneur sert toujours à une femme de garde-fou auquel elle se cramponne avant de tomber. Bien, je me fie à vous. Toujours sur votre gauche, jusqu'à la route, en évitant les lampadaires. Dans 1 minute, je vous rejoins. Tandis qu'elle marche dans la direction indiquée, pourquoi je lui obéis ainsi ? Elle se rappelle qu'elle devait pourtant, mais qu'elle est incapable de penser plus loin, de se souvenir de ce qu'elle devait faire, car déjà ce nouveau jeu l'intrigue. Déguisée dans un manteau d'homme, partir dans la nuit comme l'Indien sur le sentier de la guerre, sortir de la vie normale pour une autre métamorphose, une autre découverte de l'inconnu. Elle n'a qu'un instant à attendre dans l'ombre de la forêt. Déjà 2 larges pinceaux lumineux explorent la route. Un phare balaie les pins de son éclat argenté. Certainement, le conducteur l'a déjà découverte car, brusquement, les lumières s'éteignent et la voiture noire, puissante, s'arrête tout près d'elle dans un crissement de pneus. Maintenant, les lumières intérieures s'éteignent aussi discrètement et on ne distingue plus que la lueur bleue du compteur de vitesse, minuscule cercle de couleurs dans la nuit. L'obscurité soudaine, après ce flot aveuglant de lumière, surprend Christine. Elle ne peut rien distinguer, mais déjà, une portière s'ouvre, une main l'aide à monter, derrière elle claque la serrure refermée. Tout cela se déroule à une vitesse hallucinante, comme dans un film d'aventure. Avant qu'elle ait le temps de reprendre sa respiration ou de dire quelque chose, la voiture démarre brusquement et dans cette première secousse qui la rejette en arrière, elle se sent déjà embarrassée, serrée. Elle veut se défendre, fait signe, inquiète en direction du chauffeur. Raide, immobile, dont le dos derrière le volant forme une masse sombre. Elle a honte de la présence de ce témoin et se sait d'autre part, grâce à lui, préservée du pire. L'homme à côté d'elle reste muet. Elle est prise dans une étreinte chaude, violente, sans ses mains sur les siennes, sur ses bras, maintenant sur ses seins, une bouche brutale, dominatrice. Cherche la sienne et ardente, humide, ouvre ses lèvres qui cèdent peu à peu. Inconsciemment, elle a voulu et attendu tout cela. L'étreinte brutale, la course folle des baisers sur son cou, ses épaules, ses joues, de tous côtés la brûlure sur la peau frémissante.
et la nécessité de ne pas faire de bruit à cause du témoin augmente d'une certaine façon l'ivresse de ce jeu passionné. Les yeux fermés, ne trouvant ni les mots ni la volonté pour se défendre, elle laisse étouffer sous les baisers les gémissements de sa bouche, et tout son corps se cambre et vibre dans cette jouissance cueillie sur les lèvres. Tout cela s'écoule. Depuis quand? Dans un au-delà de l'espace et du temps, et cesse brusquement quand après un coup de klaxon, avertissement du chauffeur, l'auto s'engage dans la rue éclairée et s'arrête devant le bar du grand hôtel. Elle descend troublée, hésitante, honteuse, défroisse rapidement sa robe chiffonnée, arrange ses cheveux ébouriffés par les baisers. Ne va-t-on pas le remarquer? Mais non. Personne ne la regarde particulièrement dans la pénombre du bar, plein de monde, et on la conduit à une table. Nouvelle découverte. Le mystère impénétrable que peut être la vie d'une femme, la maîtrise avec laquelle le masque du savoir-vivre mondain dissimule l'émotion la plus passionnée. Elle n'aurait jamais cru possible de pouvoir, la peau encore brûlante de ses baisers, rester assise droite, tranquille, sereine, auprès d'un homme et bavarder détendue avec le possesseur de ce plastron bien amidonné, alors qu'il y a 2 minutes, on a senti ses lèvres jusqu'aux dents dures, serrées, qu'on s'est tordu sous la violence de son étreinte, et personne ici ne s'en doute le moins du monde. Combien de femmes, avant moi, ont ainsi dissimulé leurs sentiments? Stupéfaite, combien de celles que j'ai connues à la maison, au village? Combien ont eu une double vie et bien d'autres vies encore, une face publique, une face cachée, tandis que moi, bonne fille naïve, je prenais en exemple leur conduite réservée. Voilà qu'elle sent sous la table un genou qui presse le sien. Elle fixe son visage et voit, comme pour la première fois, son visage dur, brun, énergique, sa bouche autoritaire, sous la mince moustache. Elle perçoit son regard complice qui la pénètre. Involontairement, tout cela provoque en elle un sentiment de fierté. Cet homme solide, viril, me désire, et moi seule, et personne ne le sait, excepté moi. « Allons-nous danser ?» demande-t-il. « Oui », répond-elle, et dans ce « oui », il y a beaucoup plus. Pour la première fois, la danse ne lui suffit plus, et le contact mesuré n'est plus que le prélude à un enlacement plus ardent, sans retenue. Elle doit se maîtriser pour ne pas se trahir ouvertement. En hâte, elle boit 1, 2 cocktails, les lèvres brûlées par les baisers reçus ou par ceux qu'elle désire encore. Finalement, elle ne supporte plus de rester parmi ces gens. « Il nous faut rentrer, dit-elle. Comme tu veux. » C'est la première fois qu'il la tutoie et se tue, lui donne un léger coup au cœur. Dans la voiture, elle tombe tout naturellement dans ses bras. Entre les baisers, sa voix se fait plus pressante. Qu'elle monte seulement 1 heure dans sa chambre, la sienne est au même étage. Aucun employé n'est encore éveillé. Elle boit ses exhortations passionnées comme de l'eau de feu. J'ai bien le temps de me défendre, pense-t-elle dans son trouble alors que la vague la submerge déjà. Elle ne parle pas, ne répond pas, mais accueille d'une âme épanouie l'appel ardent de ces paroles qu'un homme lui adresse pour la première fois. À l'endroit même où elle est montée, l'auto s'arrête. Le dos du chauffeur ne bouge pas, tandis qu'elle quitte la voiture, elle rentre seule à l'hôtel. Les lampadaires à l'entrée sont déjà éteints. Elle traverse rapidement le hall. Elle sent qu'il la suit, sans aucun doute. Déjà, elle l'entend tout proche d'elle, montant, agile, en sportif, 3 marches à la fois. Se rendant compte qu'il va la saisir, elle est prise soudain d'une terreur panique. Elle se met à courir, garde son avance, d'un bond elle atteint sa porte et pousse le verrou. Et alors, elle s'écroule dans un fauteuil, un soupir de soulagement. Sauvée, sauvée, sauvée. Elle tremble encore de tous ses membres. 1 minute et c'était trop tard. Effrayant de voir à quel point me voilà incertaine, fragile, faible. N'importe qui pourrait me prendre dans un tel moment, jamais je n'avais connu cela auparavant. Je me croyais si sûre de moi. Effrayant de sentir ce bouleversement, cette nervosité. Une chance que j'ai eu l'énergie d'arriver dans ma chambre à temps et de fermer la porte, sinon Dieu sait ce qui serait arrivé.
Elle retire rapidement ses vêtements dans l'obscurité. Son cœur bat à tout rompre. Une fois au lit, les yeux fermés, les membres enveloppés dans la couette de plumes, douillement au chaud, sa peau frémit encore d'une émotion qui s'apaise lentement. C'est ridicule, pense-t-elle, de s'inquiéter autant. Avoir 28 ans et toujours se réserver, se refuser, toujours attendre, hésiter, craindre. Pourquoi me réserver et pour qui ? Faire des réserves, économiser, mon père et ma mère l'ont fait, moi aussi. Nous tous, pendant ces effroyables années, tandis que les autres ont vécu. Le courage m'a toujours manqué pour tout, et qui nous en a récompensé ? Soudain, on se retrouve vieille, fanée, on meurt, on ne sait rien, on n'a rien vécu, rien su, et là-bas, recommencer la vie mesquine alors qu'il y a tout ici, et il faut la prendre. Cependant, j'ai peur. Je m'enferme. Je me réserve comme une gamine lâche et bête. N'est-ce pas stupide ? Stupide, ne devrais-je pas ouvrir le verrou peut-être ? Non, pas aujourd'hui. Je reste encore 8 jours, 15 jours, un temps merveilleux, infini. Non, je ne serai plus si bête, si lâche. Il faut tout prendre, jouir de tout. Et avec un sourire aux lèvres, les bras étendus, la bouche mollement entr'ouverte, comme pour un baiser, Christine s'endort et ne sait pas que c'est son dernier jour, sa dernière nuit dans ce monde merveilleux. Qui éprouve de vifs sentiments observe peu. Les gens heureux sont de mauvais psychologues. Seul l'individu inquiet aiguise ses sens au maximum. L'instinct du danger lui insuffle une perspicacité qui dépasse de loin celle qui lui est naturelle. Sans que Christine s'en doutât, sa présence était pour quelqu'un, depuis quelque temps, source d'inquiétude et de danger. Cette jeune fille de Mannheim, à la nature énergique et décidée, et dont Christine, d'un cœur innocent, prenait les bavardages aimables pour de l'amitié, était furieusement irritée du triomphe mondain de celle-ci. Avant la venue de la nièce d'Amérique, l'ingénieur avait intensément flirté avec elle et fait allusion à des projets sérieux, peut-être de mariage. Rien de définitif ne s'était produit, et il ne manquait plus, qui sait, que quelques jours et une heure propice à un entretien décisif. Et Christine était arrivée, une diversion au plus haut point, car depuis ce moment, l'intérêt de l'ingénieur se portait de façon toujours plus visible sur Christine. Était-ce l'aura de la richesse, la consonance noble du nom qui avait influencé un bon calculateur, ou bien fallait-il l'attribuer à la gaieté radieuse, à cette onde puissante de bonheur qui rayonnait autour d'elle ? Toujours est-il que la petite de Mannheim constata avec le dépit enfantin d'une écolière et l'irritation rageuse d'une adulte qu'elle était froidement éliminée. L'ingénieur ne dansait pratiquement plus qu'avec Christine, était assis tous les soirs à la table des Van Boulen. Il était plus que temps, estima la rivale, si on ne voulait pas perdre la partie de reprendre les rênes. D'instinct, un don d'observation vigilant avait permis depuis longtemps à cette fille futée de noter dans l'exubérance de Christine un aspect inhabituel, peu conventionnel, et tandis que les autres succombaient avec sympathie au charme de cette impétuosité, elle cherchait à en percer le mystère. C'est le moment pour moi de vous laisser. J'étais très contente de vous lire Ivresse de la métamorphose de Stefan Zweig. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis à très 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 vite. Ciao ciao. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, et je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle journée. À très vite.